Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, Gaza et l'éternelle reconstruction. Quelques jours après le cessez-le-feu, l'heure est au bilan. Nous irons constater les dégâts dans une librairie emblématique de Gaza. Reportage à suivre. Nous évoquerons également l'accord conclu entre Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique il y a 3 mois. Cet accord a été prolongé d'1 mois. Les explications dans un instant. Enfin, nous vous présenterons le tout premier long métrage d'animation de fiction pour un public adulte en langue arabe, Alfia 2053, un vrai succès en ligne. On fait notre première escale à Gaza, où la vie reprend doucement son cours, mais après le choc des bombardements, les Gazaouis constatent l'ampleur des dégâts. Parmi les destructions, celle de la librairie Samir Mansour, une institution ciblée par l'aviation israélienne. Ce sont des décennies d'efforts qui ont été anéantis pour le libraire et sa famille. Reportage à Gaza de Gwendoline de Bono. Il y a quelques jours encore, la librairie la plus renommée de Gaza se tenait ici. Samir Mansour, son propriétaire, regarde le travail d'une vie réduite à un tas d'éboulis. Ses employés se tiennent à ses côtés. Je regarde les destructions, mes souvenirs qui sont partis. Nos souvenirs sont enterrés ici. Une collection de près de 100 000 ouvrages était disponible dans cet établissement ouvert il y a 20 ans. Pour le décrire, le libraire parle au présent. L'entrée est là, ça fait bien 10 mètres et il y a 2 portes. C'est une librairie qui est très connue parce que c'est aussi une maison d'édition. On publie beaucoup d'auteurs, plus de 150 qui travaillent avec nous. En pleine bataille, Samir Mansour reçoit un appel des forces israéliennes. Ils m'ont téléphoné car ils pensaient que je vivais dans le bâtiment et je n'étais pas leur cible. Moi, je n'appartiens à aucune organisation, aucun parti. Et je ne publie jamais aucun livre qui incite à la violence, ni contre un pays, ni contre des personnes. Depuis peu, Mohamed, son fils de 21 ans, incollable sur la littérature russe, travaillait à ses côtés. Quand j'étais enfant, j'attendais que mon père se réveille pour aller avec lui à la librairie. Et soudainement, nos rêves et nos efforts sont partis en une seconde. Je sais qu'ils ont détruit les pierres, la librairie, mais ils n'ont pas détruit notre âme. On reconstruira encore mieux qu'avant et on diffusera à nouveau de la culture dans le pays. Nous trouverons un moyen, dit Mohamed, pour traduire, publier et rester le phare des amoureux des livres à Gaza. Et la reconstruction de la bande de Gaza s'annonce compliquée. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en déplacement à Jérusalem, a fait savoir lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou que les États-Unis ne voulaient pas que le mouvement islamiste Hamas ne bénéficie de l'aide à la reconstruction de la bande de Gaza. La bande de Gaza qui est aussi, rappelons-le, sous blocus israélien. Cette bonne nouvelle concernant l'accord nucléaire avec l'Iran. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a prolongé ce lundi d'1 mois la solution temporaire trouvée avec l'Iran pour surveiller son programme nucléaire. Une extension qui offre un sursis aux grandes puissances qui négocient à Vienne pour sauver l'accord international de 2015. Sanam Chantilly et Axel Simon. Un pas supplémentaire vient d'être franchi à Vienne pour peut-être à terme sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Les activités de surveillance et de vérification vont se poursuivre dans le cadre actuel et pour 1 mois supplémentaire, expirant le 24 juin 2021. En prolongeant ainsi d'1 mois ces inspections, l'Agence internationale de l'énergie atomique offre à l'Iran et aux grandes puissances un sursis pour continuer à négocier et surmonter leurs divergences. L'Iran avait restreint en février l'accès des inspecteurs à certains sites, mais l'AIEA avait alors trouvé une solution temporaire pour maintenir sa surveillance. Téhéran refuse toujours depuis sa date de fournir en temps réel les enregistrements de caméras et autres outils dans les installations nucléaires. L'Iran indique qu'il les transmettra dès que les sanctions américaines seraient levées. De leur côté, les États-Unis se sont dit prêts à les lever, mais à certaines conditions seulement. Le plus important, c'est que l'Iran sait bien ce qu'il doit faire pour se remettre en conformité. Mais nous ne savons pas encore si l'Iran est disposé à le faire. Cela constitue un test et nous n'avons pas encore de réponse.
Depuis le retrait des États-Unis en 2018 et le rétablissement des mesures punitives par Donald Trump, l'accord international de 2015 est au point mort. Alors qu'une nouvelle session de discussion s'ouvre cette semaine, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne ont fait état ces derniers jours de progrès tangibles dans les négociations. Si tous espèrent aboutir à un nouvel accord avant la présidentielle du 18 juin en Iran, les États-Unis ont préféré tempérer dimanche cet enthousiasme. Élection présidentielle en Syrie ce mardi. Les Syriens sont convoqués aux urnes pour la deuxième fois depuis le début de la guerre il y a 10 ans. Une élection pour la forme et sans réel enjeu. Bachar el-Assad est assuré de remporter un 4e mandat. Et les Syriens de l'étranger sont également convoqués, parmi eux de nombreux chrétiens. Une communauté que l'on dit parfois à tort acquise au régime de Bachar el-Assad. On va s'y intéresser aujourd'hui avec vous, Sofiane Aubin. Bonjour. Bonjour Mariam. Alors vous avez enquêté sur cette communauté. Vous êtes allé à la rencontre de réfugiés syriens chrétiens qui contestent Assad ici en France. Pourquoi cette approche ? Rappelons d'abord quelques chiffres. La communauté chrétienne représentait un quart de la population syrienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 2011, juste avant la guerre, 6%. En 2019, seulement 2%. On a donc là une communauté marginalisée. Et puisque Bachar el-Assad se présente comme son protecteur, pourquoi ne pas aller tout simplement à la rencontre des premiers intéressés et demander à des opposants justement chrétiens ce qu'ils pensent de cette protection supposée ? Le problème, c'est que contester Assad quand on est syrien en Syrie, c'est risquer sa vie. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher en France. Parmi les milliers de Syriens chrétiens qui vivent désormais dans ce pays, je me suis dit que j'allais forcément finir par trouver des gens qui sont contre Assad. C'est ce qui s'est passé et je suis allé frapper à leur porte. Parmi ces personnes, certaines ont connu les jours du régime, la torture. Il n'y a aucune ambiguïté dans leurs réponses. Je vous les cite. « Assad ose dire qu'il nous protège. Mon fils est mort sous les balles du régime. Cette dictature a brisé ma vie. Nous aussi, nous voulons vivre dans un état de droit sans Assad. » Alors comment expliquent-ils ces chrétiens que la plupart d'entre eux soutiennent le régime de Bachar el-Assad ? Eh bien, selon eux, la communauté chrétienne serait manipulée. D'ailleurs, ils constatent bel et bien un favoritisme de la part des autorités jusque dans leur vie quotidienne, comme Najwa, originaire de la banlieue de Damas, qui me racontait par exemple, moi lors d'un contrôle de police, dès que l'agent comprend que je ne suis pas musulmane, ma voiture n'est pas fouillée. Alors comment ils l'expliquent ? Eh bien pour eux, par ce genre de pratique, le régime entendrait acheter l'adhésion chrétienne. Sauf que pour eux, la bienveillance d'Assad envers les chrétiens, c'est de l'hypocrisie, parce qu'en définitive, ce n'est qu'une des cartes jouées par le pouvoir pour légitimer son autorité. Alors, on a le sentiment tout de même que les chrétiens en Syrie soutiennent le régime de Bachar el-Assad, surtout par peur de l'islamisme. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, les personnes citées dans ce reportage le reconnaissent avec amertume. Elles savent très bien que leur positionnement ne reflète pas l'opinion dominante chez les chrétiens. C'est pour ça que je me devais aussi d'aller à la rencontre des autres chrétiens, ceux qui soutiennent le régime, comme Farid par exemple, un jeune réfugié d'Alep, qui me disait « Pour vous les Occidentaux, Assad c'est le diable ». Mais moi, ce sont les djihadistes d'Al-Nosra qui ont pris ma maison. Ce sont bien des rebelles qui étaient prêts à briser ma vie. Si demain ces gens-là prennent le pouvoir, ils s'interrogent « Que feront-ils de nous ?» Alors vous avez axé tout votre travail sur des Syriens de confession chrétienne. Comment ont-ils perçu votre intérêt à leur égard ? Je vais vous faire une confidence avec pas mal de perplexité. Et là, je pense à des opposants assez connus comme Essem Sard, qui m'a confié, si j'ai accepté cette interview, c'est parce que vous travaillez sur la manipulation de la communauté chrétienne. Sinon, d'habitude, moi, je refuse les journalistes qui viennent m'embêter avec cette histoire de minorité. Et beaucoup d'autres personnes, assez nombreuses, me disaient d'entrée de jeu, vous savez, moi, je suis syrien avant d'être chrétien. Et ces personnes m'ont fait comprendre que l'appellation chrétien d'Orient, au demeurant très médiatique, c'est une construction. C'est une construction bien de chez nous, elle remonte à Napoléon III. On a donc là une terminologie qui date quand même de 1860 et qui est restée depuis, et qui est restée seulement en France. Vous ne la trouverez pas en anglais. Et finalement, ces Syriennes et Syriens découvrent en France, en Occident donc, qu'ils sont, dans notre regard, d'abord et avant tout, des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup Sofiane Aubin. Je rappelle que votre reportage sur les Syriens chrétiens est à retrouver dans l'hebdomadaire Marianne. Merci beaucoup. Merci. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elfia 2053, le tout premier long métrage d'animation de fiction pour adultes en langue arabe. Ce thriller qui raconte la chute d'un tyran fait écho au printemps arabe dans un monde high-tech. Avec plus de 8 millions de vues depuis son lancement le 21 mars dernier, le long métrage d'anticipation cartonne sur YouTube. Julie Chouteau. Vous voici en l'an 2053 dans un pays arabe fictif, Elfia.
Dans ce futur pas si lointain, des dissidents s'unissent pour libérer leur peuple d'une impitoyable dictature. Alefia 2053 plonge le spectateur dans un monde où le tyran est passé maître des nouvelles technologies. Ce film libanais fait écho aux printemps arabes, mais pour son auteur, pas question de glorifier le passé. La nostalgie est très répandue au Moyen-Orient, mais si vous vivez dans le passé, la nostalgie devient un peu comme une sorte de drogue sédative qui vous empêche de regarder vers l'avenir. Les créateurs du film ont donc pris le contre-pied de ce qu'ils considèrent comme un travers culturel du monde arabe. Plutôt que d'idéaliser un temps qui n'est plus, Alefia 2053 tourne les regards vers un imaginaire où chacun peut s'identifier. Personne ne parle jamais du futur, de ce à quoi il pourrait ressembler. C'est là qu'est née l'idée, développer quelque chose qui ne parle pas d'un passé improbable, mais qui parle d'un futur plausible. Avec son esthétique clairement inspirée de la bande dessinée, ce film d'animation pour adultes est le premier du genre en langue arabe. Depuis sa sortie le 21 mars, Alefia 2053 compte déjà plus de 8 millions de vues sur YouTube où il est diffusé gratuitement. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.